L'école nous empêche franchement de tourner en rond. Impossible de jouer au fond sans que son ombre ne vienne empoisonner nos débats. À cause d'elle, nous devons dormir plus tôt et nous réveiller très tôt. Que voulez-vous que nous fassions? Nous devons obéir à nos parents et aux grandes personnes. Ne rien faire, surtout qui pourrait leur déplaire, les contrarier. Nous devons suivre leurs conseils, car même si la bouche d'un vieillard sent mauvais, elle dit toujours la vérité. N'ont-ils pas vu le soleil et la lune avant nous? N'ont-ils pas vu le soleil et la lune, plus vu le soleil et la lune que nous? Il s'agit ici d'un petit extrait que vous pouvez trouver en 4e de couverture du nouvel ouvrage de Prince Jungu, Plus beau qu'avant. Bonjour Prince Jungu. Bonjour Tania et bonjour à tous les auditeurs de Radio Air Libre. Et pas les auditrices, juste les auditeurs. Et les auditrices, c'est le mois de la femme. Bonjour à toutes les auditrices d'abord et à tous les auditeurs ensuite de Radio Air Libre. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, en forme, hein, comme un week-end. Alors on est ravis de vous recevoir une fois de plus dans nos studios pour nous présenter votre nouvel ouvrage, donc qui s'intitule, comme on venait de le dire, Plus beau qu'avant. Alors pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, Prince Jungu, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Moi je me définis plus comme un passionné d'écriture qu'un écrivain, parce que sans vouloir faire trop une fausse modestie, je veux dire qu'un écrivain, pour être considéré comme un écrivain, il faut vivre de ça et ne faire que ça. Et j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération à ceux qui arrivent. Et moi, c'est plutôt une passion que j'ai. Comme certains ont de la passion pour le football ou la musique ou pour autre chose. Mais moi, ma passion, c'est l'écriture. Donc, je sais pas si je vais dire un jeune, mais en tout cas, je suis un passionné d'écriture. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire. Je tiens ça certainement de mes parents, de la famille et tout ça. Et c'est une passion que j'aime partager envers ceux qui l'ont en commun avec moi ou avec d'autres personnes. En dehors de ça, je suis un jeune Congolais vivant en Belgique, où parfois de temps en temps je me rends au Congo parce que je suis très attaché aussi à mon pays d'origine. Et voilà, donc j'ai fait des études en communication parce que j'aime beaucoup aussi les médias, l'actualité, la politique, en tout cas tout ce qui touche à la société, tout ce qui touche à l'humain en fait, ne me laisse pas insensible. Voilà, je vais essayer d'être bref. Hein. Oui, c'est très bien, voilà. C'est intéressant. Alors, vous nous dites donc être plutôt un passionné d'écriture plutôt qu'un écrivain. Comment est-ce que vous pourriez catégoriser un petit peu votre style pour nos auditeurs et nos auditrices qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de vous lire? Catégoriser mon style, donc je me sens plutôt à l'aise dans tout ce qui est les récits narratifs. Donc j'aime bien raconter des histoires. Parce que vous savez, en littérature, il y a beaucoup de styles littéraires. Il y en a qui font de la poésie, il y en a qui font plutôt des essais, il y en a qui font qui sont plutôt dans la narration, donc c'est-à-dire des romans ou des nouvelles. Je me catégorise plutôt dans cette partie-là. Je ne suis jamais essayé à la poésie. J'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter. Les essais, oui, mais je me dis que j'ai quand même peut-être besoin de m'aguerrir encore plus, mais je me sens vraiment plus à l'aise quand il s'agit de raconter des histoires, raconter des choses que je vois, que j'observe, ou des choses qui me viennent en tête. Voilà, partager des histoires, c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire. On est en train de dialoguer, de raconter. Exactement. Et donc, c'est ce que vous faites un petit peu aussi au travers de ce nouvel ouvrage, Plus beau qu'avant. Finalement, c'est ça, c'est un recueil de chroniques, on peut le décrire comme ça? Bon, un recueil de chroniques, c'est une façon de voir les choses. C'est peut-être revenir, je ne sais pas si je dois parler de la genèse ou de ce qu'il y a derrière ça. D'abord, il y a plusieurs choses qui m'ont amené à tomber sur ce titre, au fait. Parce qu'il y a certains amis, quand ils ont vu le titre de cet ouvrage, qui ont commencé à me taquiner en disant, voilà, tu es devenu plus beau qu'avant. Comme si avant je ne l'étais moins. Non, je rigole. En fait, le titre m'est venu de plusieurs façons.
La première chose, c'est il y a une phrase dans l'hymne national du Congo qui, moi, m'a toujours marqué ou qui me marque toujours. Et cette phrase dit nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et moi, cette phrase, dans mon imaginaire, en tout cas dans ma tête, je l'ai toujours vu pardon, comme une sorte de promesse, une sorte de slogan que chaque Congolais, partout où il se trouve, hein, devrait un peu intégrer ou devrait en faire un peu sien, en fait, comme une phrase un peu leitmotiv. Par là, je veux dire quoi? Ben, si chaque Congolais, et puis après on peut décliner à toutes les sauces, hein, se dit, voilà, ce que je fais, ce que je suis appelé à faire, si je le fais pour faire mieux que ce qui nous ont précédé, de sorte que le lendemain soit plus beau que ce que j'ai aujourd'hui ou que j'ai eu avant, mais je pense que les choses ou le pays iraient mieux en fait. Donc moi, j'ai vraiment cette phrase me travaille toujours dans tout ce que je fais. J'essaie toujours de faire mieux que ce qui a précédé. Et je me dis aussi, c'est un peu ça aussi ce que les parents font en fait. Nos parents, nos grands-parents, ben, ils espèrent que l'avenir que nous, les enfants, aurons, sera un avenir qui sera meilleur, en tout cas plus beau que ceux que eux ont déjà eu ou ceux qu'ils ont eu. Alors ça c'est vraiment la première chose en fait, qui a fait en sorte que j'en arrive au titre de ce récit. La deuxième chose, c'est que depuis depuis un certain temps, je travaille ici en Belgique dans l'accueil plutôt, dans l'accueil des demandeurs d'asile. Alors, dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile, et moi je m'occupe principalement de la scolarité des jeunes, des enfants de demandeurs d'asile. Alors, qui dit s'occuper des jeunes veut dire être toujours en contact régulièrement avec les parents. Et chaque fois que je discute avec les parents, quand ils veulent me raconter un peu leur parcours, hein, les parents des différentes nationalités, il n'y a pas que des Congolais, vous pouvez imaginer toutes les nations qui viennent, la panoplie de demandeurs d'asile d'origine qu'on peut avoir. Alors peu importe l'histoire ou le parcours que les parents me racontent, que ce soit vrai ou faux, je ne vais pas entrer là-dedans, il y a quelque chose qui revient toujours. Parce que quand ils viennent me voir, ils savent que c'est moi qui m'occupe un peu de la scolarité de leurs enfants. Et j'ai remarqué qu'il y a une phrase, après qui se décline de plusieurs manières, mais qui revient toujours. Ils me disent, non, Monsieur Prince, comme ça on m'appelle, moi j'espère vraiment qu'ici en Belgique, mes enfants ou mon enfant aura un avenir plus beau que de là où on vient. Donc chaque fois c'est toujours ça. Et ça aussi, ça m'a aussi un peu marqué ça. Donc il y a l'hymne national, il y a cette rencontre que j'ai souvent avec les parents. Et c'est là que je me suis dit, ben, cette phrase devrait m'inspirer un peu. En fait, ça me revenait sur la tête, mais je devrais faire quelque chose. Alors, le quelque chose, c'est quoi? Je me suis dit, voilà, j'ai une petite carrière littéraire, j'ai déjà écrit certains récits. Je vais m'essayer sur un terrain que je n'ai jamais jusque-là attaqué ou abordé. C'est celui d'écrire pour les enfants, en fait. D'écrire un peu un livre sans trop me prendre la tête, un livre sans trop de prétention. C'est pas des grands discours et tout ça, mais avec un langage assez simple, un langage assez voilà, potable, peut-être aborder certains sujets qui peuvent être facilement compris par les enfants. Je vais peut-être vite revenir sur la couverture et puis Avant d'aborder Ok. la couverture, peut-être, parce que c'est un mot que vous venez de citer, alors que je le retrouve, parce que ce livre a une spécificité. Panoplie, ensemble d'éléments de même nature. Et oui, en fait, comme vous venez de le dire, finalement, est-ce que c'est un ouvrage pédagogique qui est vraiment destiné aux enfants, à l'apprentissage du français, peut-être? Ouais, bah, raison pour laquelle, à la fin du livre, bon, je me suis rendu compte que parfois en écrivant, c'est vrai qu'on écrit pour les enfants, on essaie de se mettre dans la peau d'un enfant. Il y a toujours aussi l'adulte qui reste un peu en sourdine. Et ben, je me suis dit, voilà, je vais faire une petite liste des petits mots peut-être un peu, qui pourraient être compliqués, entre guillemets, pour les enfants. Alors j'ai fait un petit listing de mots de vocabulaire. Mais après,
c'est quoi un enfant en fait? On est tous un peu, on a tous, pardon, chacun d'entre nous une part d'enfant entre nous. Donc c'est vrai que la cible principale de l'ouvrage, ce sont les enfants, les jeunes, mais aussi les adultes aussi peuvent essayer de réveiller l'enfant qui est en eux à travers cet ouvrage. Alors justement, puisqu'on parle d'enfants, en couverture, on voit une étendue avec un très bel horizon au crépuscule, et on voit un petit garçon en train de courir vers l'avant, tandis qu'un homme se tient juste derrière lui, le suivant du regard. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette couverture? À travers une image comme celle-ci, on peut passer plusieurs messages en fait. Donc on est à la radio, mais je vais essayer d'expliquer un peu ce que l'on voit. Comme vous l'avez très bien décrit, donc c'est un papa qui s'arrête en plein milieu d'un désert, je suppose, hein. Et devant lui, on voit un jeune, un petit enfant qui court vers un des vents qui, je dirais, un peu prometteur, parce qu'on voit un soleil qui est en train de se lever. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où ben, on voit une image, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais on suppose, hein, en tout cas ça c'est la lecture que je fais, et puis chacun peut avoir sa propre lecture, qu'ils viennent d'un endroit, ils ont dû marcher, ils ont dû passer par des moments difficiles, voilà, un peu les parcours peut-être de certains migrants. Et là, il s'arrête, le papa s'est dit, voilà, je quitte d'où je viens, je vais quelque part parce que j'espère donner un avenir meilleur à mon enfant. Et peut-être que cet avenir, c'est là, c'est le soleil, en fait, c'est des vents, c'est là où l'enfant espère. Je ne dis pas que ce sera le cas, peut-être que l'avenir sera peut-être plus difficile, mais en tout cas, l'espoir y est. On espère que ça sera encore mieux que là où on a quitté. Et on voit cet enfant courir vraiment, avec beaucoup d'espoir, j'imagine, avec beaucoup de joie, en se disant, voilà, j'y suis arrivé. Et le papa qui observe, un peu comme un sentiment de fierté d'avoir pu faire sa part, d'avoir pu essayer de donner à cet enfant, en tout cas, un avenir ou un lendemain plus beau qu'avant. Alors justement, dans alors ce que moi j'appelle des chroniques, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Il y en a une qui s'appelle L'avenir c'est pour quand? Et dedans, un petit garçon pose la question à son papa. Dis-moi papa, comment devient-on un pays? Notre Congo là, d'où vient-il? Alors, c'est une question vaste. On va pas trop dévoiler pour que le lecteur puisse avoir aussi la joie, la surprise de découvrir. Mais dans ces différentes chroniques qui sont évoquées, est-ce que finalement on ne revient pas, même si vous avez parlé de l'écran, finalement c'est un livre qui est censé être accessible à tous, mais on ressent vraiment votre j'allais dire côté patriotique, mais pas, mais en tout cas une réflexion profonde sur les us et coutumes, même sur l'actualité. On a une autre chronique qui s'appelle de père et de mère. C'est empreint de beaucoup de congolité, cet ouvrage. Oui, mais je reste avant tout congolais, mais après, j'ai des amis qui l'ont lu, qui ne sont pas congolais, qui ont essayé aussi de... Il y a certaines réalités qui sont écrites dans ce bouquin qui peuvent aussi se retrouver ailleurs. Bon, chronique, ça se discute un petit peu, mais c'est un récit, c'est une histoire. Bon, peut-être que je redis aussi, à commencer peut-être par là. En gros, c'est que c'est l'histoire d'un jeune orphelin qui perd ses parents, donc son papa et sa maman très jeune. Il n'a quasiment pas connu ses parents. Et il est adopté par celui qu'il appelle son papa, mais c'est plutôt un prêtre blanc et qui va le mettre à l'école. Voilà. Père Claver. Le père Claver, tout à fait. Et c'est celui qui est resté très longtemps au Congo, qui est un peu comme, en fait, il y a beaucoup de missionnaires comme ça qui ont une grande histoire au Congo, qui ont vécu des années. Et ben, le père Claver l'a adopté. Et c'est cet enfant-là que l'on voit évoluer, qui est peut-être parti avec pas beaucoup de chance, en perdant ses parents.
Après, voilà, on le voit à travers l'école. À l'école, avec les autres amis, ils font une rencontre qui l'a certainement marqué. Et on parle un peu dans l'histoire de la vie, parce qu'il vit dans une sorte d'orphelinat ou internat, de la vie que ces enfants-là mènent. Et puis il y a des questionnements qu'il se pose, en tout cas d'abord sur lui-même, sur son parcours, sur son histoire, sur le pays dans lequel il vit. Vous avez souligné certaines questions que j'aborde à travers le livre. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont sérieux ou importants. Qu'est-ce qu'un pays, le Congo? Je parle aussi un peu comme ça, la guerre dans l'est du pays. Il y a parfois un peu des petits clins d'œil au sujet un peu comme de l'écologie et tout ça. Mais j'ai vraiment essayé comment dire, d'en parler avec simplicité, comme si c'est un enfant les enfants, ils aiment bien poser des questions. Les enfants, ils aiment bien, voilà, ils aiment bien être curieux. Voilà, donc on voit à travers l'histoire, cet enfant qui évolue jusqu'à la fin, il trouve des réponses par rapport à son histoire, notamment sur ses parents qu'il n'a pas connus. Donc je n'en dis pas plus, j'essaie un peu de fleurir, mais c'est un peu ça. Oui, c'est de chronique, oui, mais c'est plutôt des petites tranches de vie. des petites tranches, oui, des petites tranches de vie, voilà. Maintenant, après, on pourrait se poser des questions sur le processus d'écriture du bouquin, ça c'est autre chose, mais c'est plutôt vraiment des petites tranches de vie de cet enfant qui s'appelle Héritier, Kalanji. Justement, le processus d'écriture, alors vous ne voulez pas qu'on s'appelle écrivain, mais peut-être écrivain en devenir. Oui, je préfère écrivain. Parce que, ou j'écris en vain, peut-être, pour faire un joli jeu de mots. En vain, non, puisqu'on a quand même votre produit fini qui est particulièrement intéressant. Mais pour ceux qui auraient envie de se lancer, qu'est-ce que ça nécessite, en fait, de se mettre à l'écriture? Quel a été le processus pour cet ouvrage, par exemple? Écrire un livre, c'est pas une mince affaire, c'est ce qu'on dit. Ça demande vraiment de la discipline, ça demande du temps, ça demande de la concentration. Donc, raison pour laquelle, dès le début, j'ai dit que j'ai beaucoup de respect envers ceux qui ne font que ça, parce que dans la vie d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme occupation, le travail pour certains, ou la recherche du travail ou autre chose, c'est pas toujours évident. Et puis, il y a d'autres tentations qu'écrire aujourd'hui à la télé, il y a Internet, il y a les smartphones et tout. C'est vraiment avoir une vie d'ascète pour pouvoir se donner à l'écriture. Donc c'est quand même un exercice assez compliqué. Alors moi, dans cet ouvrage, il y a beaucoup de choses. Non, beaucoup de choses, je sais pas, mais il y a à la fois du vécu, dans des choses que j'ai vécues directement. Par exemple, il y a une histoire qui s'appelle Au voleur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à vivre. Il y a l'histoire du chat avec la souris ou le rat, qui est un peu romancisé, mais c'était plus ou moins ça. Donc, il y a des choses aussi qui sont, bon. Et puis des choses qu'on observe. Qu'on observe, et puis... Au fait, moi je considère je vais le dire, l'écrivain c'est comme un dieu au fait, c'est comme un dieu, c'est-à-dire Dieu quand il a créé le monde ou créé l'homme, il a pris ce qu'on dit, il a pris l'argile, c'est ça? La matière. Voilà, et à partir de là il a forgé. C'est un peu ça le travail d'écrivain. L'écrivain c'est vraiment un dieu, c'est un travail de création sur base de plein de petites choses, c'est-à-dire des choses peut-être vécues, des choses observées, des choses imaginées, des choses, voilà, on essaye de rassembler et d'en créer un monde, en fait. Donc, c'est comme on dit en lingala, salim ukilinayo. Donc, c'est vraiment, l'écriture a ce pouvoir-là, cette liberté de pouvoir créer son univers, tant que cela reste, disons, un peu cohérent ou intelligible, quoi. Donc, alors, c'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai créé un peu. En fait, je me suis mis à écrire, donc trouver du temps pour pouvoir écrire. Puis vous avez parlé des chroniques, effectivement, il y avait plusieurs petites histoires à la base.
peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas un lien direct entre elles. Et l'autre travail, c'était de trouver un fil conducteur entre les différentes histoires pour créer une narration qui tient. Et ça, c'était aussi, c'était pas nécessairement un exercice aisé. Je pense y être arrivé, mais après, ce sont les lecteurs qui le diront, avec beaucoup de modestie. Voilà. Alors, vous nous avez dit être toujours proche de votre pays d'origine et notamment de la communauté aussi des écrivains au Congo, à Kinshasa en tout cas. Quelle est la situation, un petit peu, l'état du monde de la littérature à Kinshasa? De ce que j'observe, de ce que j'ai vu, parce que j'étais à Kinshasa il y a quand même peut-être il y a 1 an et demi que j'y étais, il y a une ferveur littéraire quand même qui existe. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à l'écriture, qui veulent écrire. Il y a quand même de plus en plus, je vois, de maisons d'édition. Il y a beaucoup d'activités littéraires qui sont organisées. Le seul bémol, enfin, il y a plusieurs bémols, parce qu'au niveau c'est toujours la même chose qui revient, il n'y a pas de politique culturelle au niveau de notre pays, il n'y a pas de politique culturelle du tout, pas que pour la littérature. Et souvent, les activités qui sont littéraires, qui sont organisées, si ce ne sont pas du fait de priver quelqu'un qui essaie de le faire de ses propres moyens, c'est souvent plutôt des structures étrangères qui le font. Il y a quelques Congolais qui s'essayent, hein, je le nie pas, mais souvent, voilà, si ce n'est pas, je sais pas si je peux citer l'Institut français ou le Centre Wallonie-Bruxelles, voilà. Mais au niveau de l'État, bon, je sais qu'il y a, lorsque le Congo a eu la présidence de l'Union africaine, il y a eu un prix littéraire qui a été organisé. Voilà, c'est certainement encouragé, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Mais l'engouement plutôt y est. Et les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils ont aussi contribué à ce que, voilà, il y a beaucoup plus on a peut-être plus accès, la possibilité de faire parler de soi, alors de susciter aussi un certain intérêt auprès des jeunes, des gens qui veulent écrire. Alors justement, vous avez la chance d'être à l'initiative ou est-ce que vous êtes à l'initiative ou en tout cas vous accompagnez, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, d'une maison d'édition. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'une maison d'édition se bat pour exister dans ce contexte-là? J'ai la chance, oui, la chance d'être fils d'écrivain. Lui, c'est un écrivain. Lui, en tout cas, papa, mon père est un écrivain, donc j'assume ce qualificatif pour lui. Donc, je l'accompagne. J'essaie en tout cas d'apporter mes petites connaissances. Et j'apprends aussi. J'apprends beaucoup auprès de lui dans ce monde de l'édition. C'est vraiment une petite structure éditoriale, les éditions du Pangolin. Comment on fonctionne? Bon, on essaie d'accompagner, d'encadrer certains auteurs. On a beaucoup d'auteurs, en tout cas la majorité, beaucoup d'auteurs qui nous contactent sont souvent des auteurs qui n'ont jamais publié. Donc parfois on fait de l'encadrement en littéraire. Donc on essaie de faire les choses à la hauteur de nos ambitions. C'est pas toujours facile, surtout dans un contexte que nous connaissons tous, celui du Congo où le Congolais ont d'autres priorités, hein, vu la situation que de lire ou d'acheter d'un livre. Et puis il y a beaucoup de défis. Hein. C'est très difficile au Congo d'imprimer sur place des livres de qualité. Ça, c'est vraiment un challenge que beaucoup, et pas que nous, hein, beaucoup de maisons d'édition ont. Parce que soit vous pouvez imprimer sur place, mais au niveau des coûts, c'est vraiment des coûts, c'est des coûts exorbitants. Il y a quasiment pas d'imprimerie spécialisée dans l'édition. Donc, alors, chaque maison d'édition, on essaie de trouver des stratégies pour, en tout cas de notre côté, avoir des livres, parce qu'un livre, au-delà de ce qui est contenu, un livre reste un produit. Donc déjà, il faut que l'emballage soit attirant, soit bien fait, pour peut-être donner envie
aux gens de l'acheter, de l'ouvrir, de l'ouvrir et de lire. Donc là, il y a beaucoup de défis qu'on essaye de relever. C'est pas évident. Nous, on imprime nos ouvrages, on a fait le choix de les imprimer en Belgique. Après, il faut les faire venir à Kinshasa si en tout cas l'auteur estime que l'essentiel de son lectorat est au pays. On essaie aussi de faire une diffusion en dehors du pays. Je m'en occupe. Pour cela, c'est plutôt grâce aux réseaux sociaux. Je suis en train de mettre en place aussi un site internet pour permettre un peu à ce que nos ouvrages puissent être commandés et distribués un peu partout dans le monde. Et puis bon, il y a des collaborations avec certains acteurs aussi sur place. Hein. Voilà, les choses se mettent en place, les choses se construisent, et on espère que ça sera plus beau qu'avant, hein, petit à petit. Voilà. Alors, on vient de parler du lectorat, justement. Comment est-ce que vos ouvrages sont accueillis au niveau du public sur place? Généralement, on dit que les Africains, de manière particulière, et peut-être encore plus les Congolais, n'aiment pas lire. Nous n'aimons pas les livres. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça? Quel est l'accueil, en tout cas, des différents ouvrages que vous éditez? D'abord, j'aurais aimé avoir votre retour, parce que vous avez lu le livre, donc ce serait intéressant que j'ai d'abord les premiers ressentis. Mais sinon, ça dépend de qui vous lit. Si la personne, en fait, je parle de mon expérience, qui me lit, c'est une personne qui me connaît en dehors de ce que je fais pour les livres et ils savent ils me connaissent Prince personnellement. Les gens ont toujours tendance à vouloir essayer de faire de lien entre les récits que je raconte et moi. Voilà. Et parfois les amis et tout, ouais, quand on discute, ils sont méfiants entre guillemets, mais je dis ça vraiment de manière taquine, en se disant voilà, si je te raconte cette histoire-ci, il y a forte chance que tu récupères et tu mets dans tes livres. Donc généralement j'ai beaucoup de retours assez positifs. Il y a parfois des critiques et c'est important. Moi je pense que c'est vraiment important. Peut-être la manière dont c'est fait, mais en tout cas c'est parfois important d'avoir des critiques. Ça permet aussi de s'améliorer. Dernièrement, il y a un collègue qui a lu mon Plus beau qu'avant, qui a voulu l'acheter. Il m'a dit qu'il l'a trouvé poétique. Moi, je m'y attendais pas. Moi, j'étais pas de la poésie comme telle. Donc, les avis sont assez partagés, diversifiés. Et parfois, en tant qu'écrivain, on se dit, voilà, on espère ou on pense que les lecteurs vont réagir comme ça, mais souvent dans des réactions un peu surprenantes. Donc, voilà. Je suis concernant Plus beau qu'avant, j'ai quelques réactions qui sont plus dans le positif. Il y a toujours quelques critiques que je prends sportivement. Alors, dans l'avant-propos, vous insistez quand même sur le fait que c'est un ouvrage qui est dédié aux jeunes et aux enfants qui apprennent à lire et à écrire. Est-ce que, pardon, on vient de dire effectivement que on sait qu'il n'y a pas de politique culturelle à proprement dit dans nos pays, mais est-ce qu'on pourrait espérer voir ces ouvrages arriver dans les mains justement d'enfants d'école primaire, parce qu'il est, à mon sens, pour l'avoir lu, tout à fait adapté. Donc, et d'ailleurs, j'encourage nos auditeurs et auditrices à se le procurer pour justement des enfants qui apprennent la lecture, ou en tout cas à qui on a envie de donner le goût de la lecture, parce qu'effectivement, il y a ces mots en grec qui sont expliqués un peu plus loin dans le livre et qui permettent aussi un meilleur apprentissage de la langue. Et quand on sait les difficultés qu'on a en RDC, qui serait le premier pays francophone en termes de population, en tout cas. Voilà, juste en termes de population. Mais c'est important de se dire, voilà, comment est-ce que, oui, un ouvrage dans lequel il y a beaucoup de questions politiques, philosophiques, il y a aussi, alors moi j'appelle ça des chroniques, mais un des titres en tout cas qui s'appelle Le philosophe, si je me souviens bien. Voilà, c'est un ouvrage qui est empreint de beaucoup de réflexions profondes sur l'avenir du pays, mais il a aussi ce côté très accessible justement
pour les enfants, est-ce qu'on pourrait imaginer voir ce livre arriver sur des bancs d'école, par exemple? En tout cas, ça serait mon rêve, c'est mon souhait. Voilà, j'espère y arriver. Normalement, il y a une structure, je peux la citer, qui s'appelle Yula, qui est à Kinshasa, qui travaille essentiellement dans l'encadrement artistique des jeunes. Ils font beaucoup d'activités euh, au niveau de l'art en général pour les jeunes. Et la responsable m'a contacté et elle aimerait que je vienne pendant les vacances ici, en tout cas les grandes vacances en été, animer des petits ateliers d'écriture autour de Plus beau qu'avant. Donc c'est un projet que je suis en train de mettre sur place et j'espère qu'il va être concrétisé. Après, qu'on se les dise, c'est aussi à chacun de faire un peu sa part. C'est-à-dire en tant qu'écrivain, j'ai un peu fait ma petite part. J'essaie d'intéresser le plus grand nombre. Et moi, je serai preneur si quelqu'un a une idée, je ne sais pas moi comment arriver à ce que l'ouvrage soit diffusé dans un grand nombre d'écoles. Pourquoi pas? Donc c'est peut-être une bouteille à la mer que je lance, hein, s'il y a des idées, des propositions. Euh, je suis preneur, ce serait pas de refus. Si ça peut aider à ce que l'ouvrage soit le plus diffusé auprès du public cible qui sont les enfants. Et quand on parle des enfants, c'est pas qu'au Congo, même ici, hein, ça peut aussi Tout à fait. toujours intéresser. Tout à fait, d'autant plus que on parle de plus en plus de diversité dans le monde littéraire et en particulier en littérature jeunesse. C'est vraiment l'occasion voilà, d'ouvrir nos jeunes, nos enfants à d'autres univers littéraires. Plus beau qu'avant, c'est l'ouvrage de Prince Djungu Tambwe. Comment se procurer ce livre? Donc il y a soit en me contactant personnellement, je peux donner mon numéro de téléphone, ça ne dérange pas, donc le 0032 473 28 75 76. Là je fais du belge, hein. 0032 473 28 75 76. Il y a un site internet qui sera opérationnel normalement aujourd'hui, ce serait les éditions du pangolin.net, parce que j'y suis en train d'y travailler. Il y a toujours moyen de commander à travers le site, ou alors il y a des contacts sur Facebook, les éditions du Pangolin, ou Prince Djungu par mail, princedjungu@gmail.com, ou vous pouvez contacter Tania à travers la radio, et je sais que avec elle aussi il y aura toujours moyen de m'atteindre. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont envie de se procurer cet ouvrage, Plus beau qu'avant, votre dernier livre, ou vos ouvrages précédents, ou tout autre ouvrage du Pangolin. Tout autre ouvrage du Pangolin, effectivement. Et pour les auteurs, par contre, ceux qui ont voilà, des manuscrits dans les fonds des tiroirs et qui sont en train de rechercher une maison d'édition, quelle est la procédure à suivre? La procédure la plus simple, c'est de nous contacter par email en nous proposant votre projet littéraire que nous allons lire. Si le projet, si nous trouvons, parce qu'après c'est ça le travail aussi de maison d'édition, que votre projet littéraire peut susciter un intérêt pour un public, nous sommes preneurs, nous sommes dispo à vous accompagner. On n'est pas cabré, c'est-à-dire on ne fait pas que de romans, comme beaucoup disent, ou des récits. On essaye vraiment d'être une maison assez généraliste. On a déjà un catalogue qui est assez bien rempli. Il y a plus d'une centaine d'ouvrages, je pense, qui ont déjà été édités par nous. Donc, et ça va dans tous les sens, hein, aussi bien des essais que du théâtre, que de la littérature, récits, poésie, récits, nouvelles. Donc, on est vraiment ouvert et preneur, voilà, pour faire un cheminement ensemble. Alors, pour terminer cet entretien, Plus beau qu'avant, c'est quoi un Congo plus beau qu'avant pour vous? Un Congo plus beau qu'avant. Ça, je l'ai pas dit au fait.
parmi mes modèles en littérature, dans le bouquin, j'ai parlé de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince, mais j'ai aussi un modèle vivant qui s'appelle Charles Djungu Simba, c'est mon papa. Et il y a quelques années de ça, il a écrit un roman dont le titre s'intitule On a échoué. Et globalement, l'idée, c'était de manière un peu provocateur, de dire que la génération d'avant, la génération après l'indépendance, la génération, la leur certainement, ben, ils ont échoué de faire de ce qu'ils ont reçu des pays africains, hein, de la colonisation, mais d'en faire quelque chose de... Voilà, on sait tous qu'après les indépendances, beaucoup de pays africains n'ont pas atteint un niveau considérable. Et alors lui, il disait que voilà, nous on a échoué en espérant que ben, ceux qui viendront après feront meilleur, feront mieux que. Mais un Congo plus beau qu'avant, c'est un Congo où il fait bon vivre, c'est un Congo où on ne passera pas le temps à se plaindre, un Congo où chacun peut se dire, voilà, je me lève le matin, ben, j'ai le minimum pour vivre bien, mes enfants vont à l'école, je peux me faire soigner, je n'ai pas à envier l'autre, c'est un Congo où il n'y a pas de guerre, au fait. C'est vrai que c'est peut-être là, j'aurais dû commencer par là, c'est un Congo où on vit en paix, c'est un Congo où tu es payé de ton salaire et tu vis avec ça. C'est un Congo où il n'y a pas de corruption. C'est un Congo de la méritocratie. Ça, c'est important parce que malheureusement, c'est plutôt du népotisme qu'on assiste dans nos pays que de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais c'est un Congo du possible. Tout ce que je dis, c'est pas quelque chose d'utopique ou un rêve ou voilà, non, c'est pas de l'imaginaire, mais ça demande simplement un leadership fort, ça demande de la volonté, ça demande d'avoir quelqu'un qui a une vision dans le vrai sens du terme. Là c'est le petit côté politique qui est en train de venir, mais c'est vraiment un Congo, un Congo, le Congo que l'on rêve tous au fait. Et c'est ce Congo, j'y crois. Et au début, je disais que plus beau qu'avant, c'est comme un slogan ou une promesse. Mais plus haut qu'avant, ça peut être aussi une sorte de leitmotiv, quelque chose, une phrase d'espoir. On espère tous que ce Congo sera plus beau qu'avant. Parce que moi, je me dis, si on perd l'espoir, qu'est-ce qu'on aura? Si on n'a plus d'espoir, à quoi bon vivre? À quoi bon croire à un lendemain meilleur? Donc, ce Congo de plein d'espoir. Je sais que les potentialités, on les a. Je sais que les hommes, on les a, mais il faut simplement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et on aura un Congo plus beau qu'avant. Et c'est sur ces paroles qu'on va clôturer cet entretien. Merci beaucoup, Prince. Merci beaucoup, Tania. C'est encore pour moi un réel plaisir de retrouver les studios de Radio Air Libre. C'est toujours un plaisir pour moi de venir et chaque fois que j'aurai quelque chose à dire, tu pourras compter sur ma présence, et pas que pour les livres. Eh bien, on l'espère. En tout cas, ici, la parole a été dite devant les auditeurs et les auditrices. Je vais faire comme quelqu'un de connu. C'est une promesse que je fais. Et moi, je vais l'honorer. Alors, une autre promesse ici, c'est Congo Avenir de Tabulé Rochero. Il n'y avait pas de titre plus adapté que celui-ci pour clôturer cet entretien. Merci beaucoup. Merci.